Bonjour à tous et bienvenue à nos intervenants. Nous allons parler de l'un des sujets les plus constants et récurrents dans l'actualité israélienne, un sujet sur lequel presque toutes les questions de politique reposent. Nous en sommes arrivés au point où la politique représentative est sans doute la partie la plus faible du gouvernement, tandis que le pouvoir judiciaire est incontestablement le plus fort. Cela a eu de fortes répercussions sur la sécurité nationale, la croissance économique, les relations entre religion et État et presque toutes les questions imaginables. Euh, je veux aborder cette conversation avec beaucoup d'amour et d'admiration pour Israël et pour sa société, car il arrive parfois que cela devienne polarisé ou négatif. Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel je parle. La question est comment avancer. Mais pour cela, nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pour commencer, je vais d'abord me tourner vers Gadi. Cette plainte concernant le deep statel, un terme que je n'aime pas, mais la plainte concernant le deep statel ou l'état profond, c'est quelque chose qu'on entend maintenant dans de nombreux pays à travers le monde. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, le Brésil. Il y a une liste qui ne cesse de s'allonger. Le cas israélien présente-t-il une particularité? Yotam Zinri, le satiriste, dit qu'en Israël, la politique électorale sert de contrepoids au gouvernement et que le véritable pouvoir se trouve en dehors de celle-ci, dans les tribunaux. Donc je pense tout d'abord que nous sommes les plus avancés dans ce processus et les plus extrêmes, et c'est le seul endroit que je connaisse où la Cour pense aussi pouvoir dicter les règles du jeu, les règles constitutionnelles du jeu. Ce n'est pas seulement qu'elle agit dans le cadre du jeu, elle se considère comme autorisée à dicter une constitution, à la modifier ou à exercer un contrôle juridictionnel sur celle-ci. Donc il n'y a absolument aucune limite au pouvoir de la Cour en Israël. Et deuxièmement, le cas d'Israël a démontré que dans ce jeu, les tribunaux représentent des élites qui sont d'abord antinationales puis antidémocratiques. Et ils sont antidémocratiques parce qu'ils sont antinationaux, parce que la majorité est nationale. Donc, pour dépasser le caractère national de l'État, il faut subvertir la démocratie. Et ce que ces élites ont démontré en Israël, c'est que si vous essayez de changer les règles du jeu de l'intérieur, elles mettront le feu à la maison. Et ce qui s'est passé ici pendant les jours de la réforme, c'est le bébé proverbial du jugement de Salomon. Ils étaient prêts à couper le bébé en deux et la majorité a reculé. Un rapide complément, dans l'esprit du forum sur la loi israélienne et la Lettonie, dont la mission est d'inspirer le débat sur ces questions. Je rencontre souvent des personnes disant qu'il faut agir. La structure constitutionnelle israélienne est bien plus déséquilibrée qu'ailleurs. Il faut agir. Cependant, la liberté d'expression n'est pas codifiée dans la loi israélienne. Cela relève de la Cour suprême. Cela relève de la jurisprudence de la Cour suprême et de la reconnaissance de toutes sortes de mariages non traditionnels, de la jurisprudence de la Cour suprême et de l'intégration des femmes dans l'armée, pour le meilleur ou pour le pire, dans différentes parties. D'accord, dans les unités de combat, c'est la Cour suprême. Donc si nous perdons ce contrepoids, toute la société change et tous nos droits civils sont affectés. Cet argument circule dans la sphère publique israélienne. Quelle est votre réponse? La Cour ne protège pas la liberté d'expression. La seule fermeture d'un organe de presse a été ordonnée par le tribunal. C'était Arutz Sheva, lié à Mitna Mitna Shalim. Donc, la Cour ne protège pas les droits des individus. Nous avons un bilan épouvantable en matière de droits de l'homme. Les taux de condamnation ici sont monstrueux. La détention ici n'a aucune limite et les tribunaux ne font que l'entériner. Donc, les tribunaux ont pris parti en politique. Je vais juste te donner un chiffre, Elana, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Combien d'inculpations ont été engagées après les émeutes de Kaplan? Zéro. Combien de personnes ont été inculpées lors de la manifestation contre le désengagement de Gaza? 700. Donc, la Cour ne protège pas les droits de l'homme. Elle ne protège pas les droits collectifs. Elle ne protège pas la liberté d'expression. Elle protège un seul camp dans l'arène politique. D'accord. Nous nous sommes assis dans le mauvais ordre. Je parle à Eugène une seconde, puis je reviens. Avis. Je peux dire quelque chose à ce sujet? Bien sûr, mais très brièvement. 15 secondes, c'est un peu injuste. Je pense qu'Israël a un bon bilan en matière de droits de l'homme. C'est comme tout le monde, ce n'est pas parfait. Seulement dans les territoires. Mais non, je pense que c'est un bilan des droits de l'homme plutôt bon. C'est juste qu'il est faux de penser que cela vient des actions de la Cour.
La Cour est tantôt bonne, tantôt mauvaise. Elle a parfois protégé la liberté d'expression, parfois la compromise, et tu as raison pour la décision d'Ewood Ochava. Elle n'est pas si performante pour protéger les droits des personnes accusées au pénal, mais parfois le Parlement aussi, parfois la législation est bonne, parfois elle est mauvaise. Aucun des deux n'a un bilan parfait. En fin de compte, la vertu de la démocratie, c'est que nous réglons ces questions par un processus délibératif, ce qui n'arrive pas lorsque la Cour impose sa volonté à tout le monde. Eugène, à toi. Comme beaucoup de personnes dans cette salle le savent peut-être, les racines de ce problème remontent à plusieurs décennies. Et alors que ce dysfonctionnement dans la structure gouvernementale s'accentuait, les principales critiques venaient en réalité de l'intelligentsia israélienne. Elles provenaient de personnes affiliées à la gauche ou au centre-gauche israélien. Quelques exemples ici sont la professeure Ruth Gavison, le professeur Daniel Friedman, le professeur Menachem Meltzer. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vraiment considéré davantage comme une question ou une priorité de la droite. Comment pouvons-nous ramener cela au niveau des principes plutôt que des personnes et de la politique? Le problème, c'est que certains des grands critiques comme David Friedman, Ruth Gavison, les critiques des pouvoirs du pouvoir judiciaire venaient de la gauche universitaire, car à cette époque, la critique du pouvoir judiciaire était purement une question académique. Et le monde universitaire est presque entièrement de gauche. Lorsque cela a été transposé dans la sphère politique, c'est là que la division partisane a commencé. Et c'est parce que, en tant que, comme nous le savons bien au Forum Kehila, la grande erreur de la réforme judiciaire a été de dire: Hé, nous avons simplement fait une observation. Les tribunaux et conseillers juridiques contrôlent tout dans le pays, le gouvernement n'étant qu'une façade. Nous avons une excellente idée. Changeons les choses pour transférer un peu de pouvoir de ceux qui détiennent tout le pouvoir vers ceux qui n'en ont pas. Inutile de dire qu'ils n'ont pas répondu: Waouh, c'est une suggestion raisonnable, faisons-le. Au contraire, ils se sont battus vigoureusement pour conserver leur pouvoir. Pour en faire une question plus large, je pense qu'il est crucial que le public connaisse l'ensemble des enjeux, y compris les questions de sécurité nationale et les questions internationales dans lesquelles les tribunaux sapent l'action du gouvernement. Les tribunaux n'agissent pas directement, mais via les conseillers juridiques qui ont bloqué certaines des meilleures décisions que le gouvernement aurait pu prendre pendant la guerre, tuées dans l'œuf par ses conseillers. Le gouvernement répugne à rendre cela public pour diverses raisons. Mais je pense que si les gens savaient ce qu'ils ont déjà perdu rien que ces dernières années à cause de l'effet contraignant des conseillers juridiques, ils se révolteraient. Avis, je veux faire entrer le public un peu dans les coulisses du camp réformateur. D'accord, il existe un débat dans ce camp. Certains estiment que ce qu'il nous faut vraiment, c'est une réforme structurelle. Nous devons changer les incitations des acteurs du système politique et judiciaire pour que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Et un autre camp, qui est quelque peu désenchanté par la façon dont les choses se sont passées jusqu'à présent, dit que ce dont vous avez vraiment besoin, c'est simplement de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, peu importe qu'il s'agisse de militants de droite. Cela ne veut pas dire que l'activisme soit acceptable dès lors qu'il vient de la droite plutôt que de la gauche. Et c'est une discussion qui continue. Comment percevez-vous cela? Vous avez été travailler auprès de la Cour et enseigné le droit à l'université et ailleurs. Et j'aimerais avoir votre avis. Oui, merci. Donc la question de placer les bonnes personnes aux bons endroits est essentielle, peu importe votre position sur ces sujets, n'est-ce pas? Je veux dire, encore une fois, idéalement, la démocratie est un gouvernement par des représentants du peuple après un processus délibératif. Et si vous voulez que les représentants puissent mettre en œuvre les décisions qu'ils prennent, ils doivent avoir une administration qui réponde à ce qu'ils ont décidé après leur délibération. Maintenant, nous sommes dans une situation difficile dans le monde moderne. Et ce n'est pas un problème propre à Israël, c'est dans tout le monde occidental. Nous sommes dans une société post-délibérative. Les gens ne participent plus vraiment au débat. Ce qu'ils font surtout, c'est essayer de s'intimider ou de se crier dessus. Mais cela rend d'autant plus important que si vous allez avoir des processus démocratiques, la bureaucratie doit finalement suivre ce que font les représentants du peuple parce qu'il n'y aura pas moyen de convaincre qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Cela doit simplement être ainsi. Vous prenez les décisions et ensuite vous agissez. Maintenant, je dois ajouter qu'en ce moment, la Cour suprême débat
d'un projet de loi qui a été adopté, une réforme très modérée de la composition du comité de nomination des juges. Les juges sont nommés en Israël par un comité. Le comité a, vous savez, une composition controversée qui donne plus ou moins aux juges en fonction, un droit de veto sur les futurs juges. Et la réforme ferait du comité essentiellement une organisation bipartite dans laquelle il y aurait des représentants du peuple issus à la fois de la coalition au pouvoir et de l'opposition. La Cour suprême a indiqué très clairement lors des audiences cette semaine qu'elle allait juger cela inconstitutionnel. C'est une loi constitutionnelle, n'est-ce pas? C'est une loi fondamentale. La Cour va inventer un principe qui va être rétroactivement intégré à la Fondation d'Israël afin d'annuler cette nouvelle loi. Et ils ont déjà expliqué ce qu'ils vont faire, vous savez, dans cette espèce de mystique selon laquelle c'est une mauvaise chose que les politiciens nomment les juges. Le président de la Cour suprême, dans un extrait vidéo qui circule, a dit « Non, nous savons mieux que quiconque ». Vous savez, les politiciens qui en veulent. Si vous voulez prendre les bonnes décisions, qui mieux que nous sait ce que les juges devraient faire? Donc, vous ne pouvez pas avoir le contrôle des nominations à moins d'avoir également une réforme structurelle qui permettra à la Cour suprême d'autoriser des changements et des nominations. Et je dirais, en plus de cela, vous ne pouvez même pas avoir de réforme judiciaire ou de réforme structurelle sans changements institutionnels parce que la Cour ne le permettra pas. D'accord, nous en sommes à 3 minutes. Nous allons maintenant passer à une série de questions rapides en rebondissant sur votre dernière réponse. Et j'espère que nous aurons assez de temps pour que chacun puisse prendre 1 minute pour donner son avis. Les Américains ont tendance à dire, eh bien, Israël a besoin d'une constitution, c'est ce qu'il faut à Israël pour résoudre ce problème. Une constitution écrite résout-elle ce problème? Et quoi qu'il en soit, si nous avons le temps, une réforme que vous apporteriez à l'institution judiciaire et une autre à la Knesset ou au gouvernement. Eugene, L'idée de rédiger une constitution est une bonne chose si elle contient de bonnes choses, et la vraie question, c'est ce qu'il y a dans cette constitution. En ce moment, la Cour suprême a affirmé un pouvoir total sur les nominations gouvernementales, le pouvoir de révoquer un premier ministre et le pouvoir d'annuler des dispositions de la Constitution qui ne lui plaisent pas. Toute constitution rédigée dans l'ombre du pouvoir de la Cour suprême ne serait qu'une constitution conçue pour entériner leur pouvoir. Et la soi-disant constitution de la Déclaration d'indépendance, dont certains politiciens parlent beaucoup, n'est qu'un moyen de légitimer rétroactivement le pouvoir absolu de la Cour à travers des termes si vagues qu'ils pourraient les interpréter comme ils le souhaitent. J'étais autrefois du même avis que Eugène. En fait, je l'ai dit à plusieurs reprises lorsque j'ai participé il y a environ 15 à 20 ans à des efforts de rédaction constitutionnelle. Et depuis, j'ai changé d'avis et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Avant de pouvoir avoir une constitution qui fonctionne réellement, il faut d'abord un accord sur le respect des règles. Et cette Cour ne les respecte plus, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans une constitution et la Cour suprême va simplement l'ignorer, n'est-ce pas? Ils sauront mieux que nous. Ils vont identifier des principes invisibles qui ont toujours été là, vous savez, depuis 60, 70, 80 ans, puis faire ce qu'ils veulent. Avant d'aller plus loin, je pense qu'avoir une constitution écrite n'est pas une mauvaise idée, même si nous nous en sortions bien avec la constitution non écrite britannique. C'est d'abord et avant tout, il faut changer les institutions. Je pense qu'il y a deux issues possibles. L'une serait que nous nommions une Cour constitutionnelle par la Knesset au-dessus de cette Cour suprême et que cette Cour soit représentative de toutes les opinions du public. Et donc, nous aurons la confiance du public. Et alors, vous pouvez avoir une constitution parce qu'ils la respecteront. La deuxième possibilité, c'est que nous allons simplement vers une crise constitutionnelle. Je ne pense pas que ce serait une guerre civile, comme l'a dit Aharon Barak, mais plutôt de l'indifférence. Un jour, ils prendront une décision si folle que tous les politiciens leur tourneront le dos. Et comme Hannah Arendt l'a dit un jour, la manière la plus efficace de saper l'autorité, c'est le rire. Un jour, ces gens se ridiculiseront. je rappelle à tout le monde que cela se voulait dans un esprit de solution constructive et de positivité.
Israël vit, ce fut une conférence formidable. Merci.